Bonjour, je suis Ismail Cherkaoui, cofondateur de Hub Advisor, société de stratégie, de veille et d'acculturation digitale. Notre métier est d'aider les dirigeants d'entreprise à transformer leur organisation pour la rendre plus agile, customer-centric et data-driven. Pour apporter des réponses concrètes à notre communauté de dirigeants, nous interviewons tous les mois des pionniers du digital qui nous partagent sans langue de bois leurs réussites, leurs échecs et aussi les leçons qu'ils ont pu tirer. Dans nos interviews, on parle de choix technologiques, d'organisation, de transformation de la culture. Si vous êtes intéressé par des retours d'expérience concrets et pragmatiques, n'hésitez pas à suivre nos contenus. Bonjour à tous, Ismail Cherkaoui, société Hub Advisor. Ravi de vous avoir aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la data governance avec comme guest star Isabelle Gomez-Garcia des Soria. On va commencer en suivant un petit peu le fil rouge. Je vais te laisser te présenter Isabelle et puis on pourra parler très librement, très tranquillement, on va dire, de la data governance au sein de ce grand groupe qu'est L'Oréal. Merci Ismail, merci à tous les participants pour l'intérêt que vous portez à la gouvernance de mon témoignage. Rapidement, moi, je suis Group Chief Data Officer de L'Oréal depuis bientôt 2 ans. C'est un poste qui a été créé en septembre 2020 et on va en parler. Mais juste avant, peut-être placer un peu, parce que L'Oréal, tout le monde connaît, en tout cas les noms. Mais la société L'Oréal, je vais vous donner quelques chiffres. C'est une société qui a 87 000 employés, qui est présente dans plus d'une soixantaine de pays et autour de 4 divisions business qui sont les produits de luxe et les produits professionnels qu'on trouve surtout dans les salons de coiffure. Et les produits qu'on appelle cosmétiques actifs, c'est comme les produits qu'on trouve en pharmacie. Et les mass market, donc c'est les produits qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est plus d'une trentaine de marques. Et il y a un chiffre d'affaires qui dépasse les 30 milliards d'euros. Et donc, L'Oréal est à la fois une société qui était structurée autour d'un groupe avec beaucoup de marques, mais qui a une organisation très distribuée, donc par zone, pays, division et marque. Et c'est une société qui a bientôt 110 ans, plus de 110 ans d'histoire, et donc un patrimoine data très riche et qui a été accumulé, pas seulement en vente, mais beaucoup en recherche. Et donc, il y a un pourcentage important de notre chiffre d'affaires dédié à la recherche, pardon. Et donc, on a ces patrimoines de données. Et on entre une nouvelle époque dans laquelle on souhaiterait que ce patrimoine de données soit circule au sein de l'entreprise et soit générateur de valeur avec notamment notre projet Beauty Tech, avec cette ambition de devenir numéro 1 de la Beauty Tech. Parfait. Écoute, merci beaucoup Isabelle, c'est très clair. Donc, ce que je note, mais bon, c'est une surprise pour personne. Donc, L'Oréal est un très grand groupe avec différentes filiales, différents pays. Est-ce que tu peux nous parler de la raison pour laquelle L'Oréal est venu te chercher, surtout de l'ambition data de L'Oréal au niveau corporate? Quel était, on va dire, l'état de la data à l'époque où tu intègres L'Oréal il y a maintenant quelques années? Et quelle était la vision du groupe? Ouais. Alors, le sujet data chez L'Oréal est né de 2 choses. D'abord, d'un constat de ne pas pouvoir faire facilement circuler la donnée. Et on était une compagnie qui était très KPI-driven, comme on dit. Donc, on mesure bien notre marché, mais on les mesure toujours soit sur un métier en particulier, sur un pays en particulier, sur une marque, sur une division. Mais lorsqu'on devait s'aventurer à faire des projets qui faisaient circuler de la donnée finance avec la donnée vente, avec la donnée supply chain, etc., on constatait que c'était très, très difficile de le faire puisque la donnée était dans des silos.
et dans l'entreprise. Donc, un constat aussi que les bonnes idées, les bons use cases qui naissaient dans une zone ou dans une division étaient très difficilement escalables. Et pour les raisons d'entreprise, parce qu'on ne parlait pas tous le même langage data, il n'y avait pas de standardisation comme telle dans notre donnée. Mais elle est surtout née d'une ambition, que c'est l'ambition de ce programme Beauty Tech. En fait, il y a des grandes ambitions qui c'est créer la beauté du futur par des nouveaux services, par des green science, par une personnalisation de la relation avec notre consommateur, en même temps qu'on invente une compagnie de futur avec des employés qui sont plus agiles, plus innovateurs et plus d'automatisation, etc. Donc, au sein de cette Beauty Tech, on avait bien identifié que la donnée serait un asset et très important et stratégique pour cette entreprise. Donc, on a défini ce qui serait notre ambition pour une data-driven L'Oréal et qui, in fine, revient à résoudre ces problèmes d'escalabilité, de ce qu'on est capable de faire et de vitesse, de pouvoir au plus vite obtenir de la valeur de la donnée. Et de ce fait, on a travaillé dans une phase de design, on a dit, bon, il nous faut bien évidemment une plateforme, puisqu'il nous faut un terrain de jeu. Jusqu'à-là, on n'en avait pas ce terrain de jeu pour le donner. Et il nous faut, une fois qu'on a ces terrains de jeu, il nous faut une façon de gouverner, c'est-à-dire on va se doter d'une belle boîtière. D'ailleurs, on l'a déjà, c'est notre Google Cloud Platform. Mais on ne peut pas conduire une belle boîtière si on ne sait pas comment la faire, la gérer. Ça. Donc, c'est partie gouvernance, standardisation, structuration de la donnée. Il y a une partie people, donc comment acquérir les compétences qui n'existaient pas chez L'Oréal, en termes de data engineer, data scientist, et data product owner, etc. Et à la fin, le quatrième volet qu'il faut développer, c'est le change. Et en effet, c'est comment on adapte nos ways of working et le travail de tous nos employés pour être augmentés par la donnée. Donc, voilà, l'histoire de la data est démarrée comme ça. Écoute, c'est très clair. Moi, je vais synthétiser de manière sommaire. Je note, il y a trois raisons ou trois ambitions de base en fait chez L'Oréal autour de la data. Il y a l'ambition de mutualiser, c'est-à-dire qu'il y avait des initiatives un petit peu partout dans le groupe. Et l'idée, c'était de centraliser toutes ces bonnes initiatives. Donc voilà, j'imagine que tu as fait un travail de recueil des bonnes idées pour pouvoir derrière les industrialiser. Donc c'est l'idée d'industrialiser l'approche, de sortir d'une approche où chacun fait sa petite sauce data dans son coin, mais d'avoir une approche qui soit coordonnée et structurée. Et donc ça, c'est, on va dire, pour travailler sur l'efficacité opérationnelle de L'Oréal. Mais derrière, il y a aussi une approche encore plus ambitieuse. Et la data va permettre le lancement de nouveaux produits à travers notamment ce projet, cette vision stratégique qu'on appelle Beauty Tech. Donc, la data comme étant la base, le socle qui va permettre à L'Oréal de développer les nouveaux usages, les usages de demain, les services de demain, les produits de demain. Et donc, par rapport à ça, pour réaliser cette ambition, il y a 4 sujets principaux sur lesquels tu as travaillé et vous avez travaillé collectivement. La mise en place d'une data platform. Tu as cité Google Cloud. On n'a pas de partenariat, donc rassurez-vous chez HubAdvisor, c'est vraiment purement informationnel. Donc, la data platform, travailler sur la gouvernance, travailler sur le recrutement, les people, les faire monter en compétences et le change. Parce qu'il ne suffit pas juste de recruter des nouvelles personnes, il y a aussi un aspect qu'on appelle reskilling, formation, sur lequel vous avez travaillé chez L'Oréal. Ok, c'est très clair. Avant de rentrer sur le sujet data governance, une dernière question, parce que je sais que dans notre audience, il y a beaucoup de chief data officer, de head of data, de personnes, chief digital officer qui se posent la question de la place de la data dans l'organisation. Il y a quelque chose d'assez particulier chez L'Oréal, c'est que toi, Isabelle, en tant que chief data officer,
tu reportes directement au CFO Hmm. de L'Oréal. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît, les raisons, les avantages aussi de cette situation? Oui, alors quand nous avons commencé à réfléchir à cette structure de cette organisation data, et bon, d'abord, on a très vite dit plateforme tech à la tech, c'est-à-dire on voulait pas créer une structure qui contenait la partie tech en dehors de l'IT et la tech. Donc, très vite, on a dit la plateforme qu'on va créer, c'est au sein de la tech. Par contre, la gouvernance de la donnée, c'est un enjeu éminemment business. Et donc, on voulait pas nommer un CDAO rattaché à l'IT, puisque par rapport à notre culture d'entreprise, ça aurait été vu comme un sujet tech. Donc, pas forcément dans les top de priorité du business. Donc, on savait qu'il fallait placer ces postes ailleurs que dans la tech. On a benchmarké, on est allé voir où ça se faisait par ailleurs. Donc, on a vu, est-ce que vous connaissez tous, des postes qui sont directement rattachés à un CEO ou alors des postes qui sont rattachés à un CDO dit des digital. Donc, on en a vu différents. Et dans très peu de cas, je pense que c'était 3-5% des cas, on en a vu des CDO rattachés à un CFO. C'est une notion plutôt peut-être des regulations, des gestions de l'or. Alors, nous, on s'est posé la question. On s'était dit, nous, on a besoin de quoi? Alors, on a besoin de mettre un peu d'ordre dans notre donnée. Donc, on devait chercher une structure qui soit bien placée dans toutes nos filiales. On a un modèle économique des filiales entrepreneurs, donc les PNL sont dans les pays. Et donc, on avait besoin à la fois d'un élan de groupe, mais qui soit bien ancré dans nos filiales. Et pour cela, la finance chez nous est très, très bien structurée dans nos zones, pays, etc. Il y a ces notions-là. Deuxième, qu'est-ce qu'on voulait faire? C'est vraiment donner de l'ownership au business. Donc, c'est pour ça qu'on s'était dit, indépendamment de où est la CDAO, ce serait une organisation fédérée. Et ça, j'y reviendrai. C'est-à-dire que moi, j'anime des choses. Je ne suis pas l'honneur de la donnée. Et troisième, on voulait obtenir de la valeur. Au-delà des use cases, on pense que la donnée, c'est un asset pour cette entreprise. Et notre CFO a une vision très claire. Je veux dire, aujourd'hui, nos equities sont nos marques. Demain, notre equity, ça va être la donnée, mais ça va être aussi la sustainability, etc. Donc, dans sa vision 2030, de ce qui est la valeur pour L'Oréal, la donnée est une place importante. Et donc, ça faisait du sens que lui, il porte cette structuration de la donnée chez L'Oréal. Par ailleurs, notre CFO a évolué une vingtaine d'années en Chine, à Hong Kong. Donc, il a constaté lui-même comment on peut obtenir en valeur de la donnée consommateur. Donc, voilà, en fine, c'est la combinaison d'avoir une structure qui permet de garder de la cohérence, d'appliquer des normes quand il faut, tout en ayant une vision métier. On a décidé de les placer, donc je suis rattachée directement au CFO du groupe. Mais je suis aussi dans les Mancom de la Beauty Tech qui est porté par notre député CEO, Barbara Lavernos, qui est le Vice President Research, Innovation et Tech. Et donc, dans son Mancom Beauty Tech, au même niveau que l'IT, qui porte les plateformes, il y a moi, qui porte la gouvernance, les process, les organisations de la data. Et autour de moi, des N-1 de membres de COMEX que j'anime en domaine data et qui ont ce rôle, la comptabilité de la donnée dans l'ESCO. Écoute, hyper clair. Merci beaucoup. Pareil, je fais une petite synthèse. En fait, c'est très intéressant parce que tu abordes plusieurs dimensions. En fait, la raison pour laquelle la data reporte au CFO, déjà, le premier élément, c'est que tu dis que la data ne pouvait pas être au sein de l'IT par rapport à une dimension psychologique.
dans le sens où Oui, culturel, hein, moi je pense que c'est plus, culturel, voilà, c'est c'est peut-être pas le cas dans toutes les entreprises, je ne sais pas dire, je sais voilà, pas dire qu'un CDAO dans l'IT, c'est pas une bonne solution. oui, oui, Dans mais en tout notre cas, cas, ce n'est pas ce qu'aller fonctionne. mettre la donnée dans l'agenda de notre business si on la mettait purement IT. Ok. Je comprends clairement le point. Effectivement, en tout cas, c'est une dimension culturelle. Il y a une dimension business pour être au plus proche des plans stratégiques aussi. Et c'est ça. Et aussi une dimension aussi, j'allais dire, au niveau du pouvoir. Comme le CFO ou la finance occupe une place importante chez L'Oréal, mais comme dans beaucoup d'organisations, c'était aussi facile de s'appuyer sur un CFO fort pour pouvoir faire avancer les sujets data au sein du groupe et le mettre au top des priorités des différents stakeholders de L'Oréal. Oui, et puis on se dit, ça sert en tout cas là où nous, on a souhaité les placer au début D'accord. pour lancer. Est-ce que dans 2 ans, dans un an, on se repose la question et on le fait évoluer? Enfin, on n'en sait rien. Pour l'instant, est là et c'est ce qui a permis de les lancer, de les structurer. Et honnêtement, je trouve que c'était les bons choix. Et on ne s'interdit pas. Une fois qu'on est en maturité, quand on aura fini notre première étape, hein, c'est de devenir data quality by design, comme on dit. Pourquoi pas de les faire évoluer mais même un type d'organisation, est-ce que les gens deviendront de plus en plus autonomes? Enfin, on verra bien. Écoute, c'est très clair et effectivement, c'est pas gravé dans le marbre et vous serez pragmatique et si demain ça doit évoluer, ça évoluera. C'est clair. Ben, maintenant qu'on a bien posé le décor, on peut plus rentrer sur le sujet de la data gouvernance. Je vois Samia notamment qui a posé une question. On va tenter d'y répondre et merci beaucoup Samia de participer. Mais oui, est-ce que tu peux nous poser le cadre de la data gouvernance chez L'Oréal sans rentrer dans le détail aujourd'hui, comment elle s'articule et pourquoi? Alors, la data governance, on l'a articulée dans 2 missions principales. Une première on l'a nommée Data Ready for Business et une deuxième qu'on a nommée Business Ready for Data. Et en fait, c'est sur les 2 missions qu'il travaille. La première année, on s'est beaucoup focalisé sur cette première partie Data Ready for Business, parce qu'on s'est dit de toute façon, l'usage d'une donnée qui n'est pas propre, qui n'est pas structurée ou qui n'est pas gouvernée, et ça ne nous fera pas gagner du temps. Donc, on s'est focalisé d'abord comment faire que ces données soient prêtes à être utilisées par les business. Donc, sur ces Data Ready for Business, on a monté un plan stratégique à 3-4 ans qui se base sur 4 dimensions. L'accessibilité de la donnée, comment faire arriver la donnée dans la plateforme et via ce qu'on appelle des shared datasets, hein, donc des datasets qui sont communs et structurés par domaine data. Et les standardisations, donc comment on construit une taxonomie globale, unique et partagée de notre patrimoine data et comment définir les standards, etc. Sur certaines données relativement simples, où tu es déjà un peu entamé, finance, produits, etc. Beaucoup plus difficile dans la donnée consommateur, la donnée sell-out, la donnée qui est très, très locale. Et troisième volet, c'est la qualité, donc la mise en qualité de la donnée. Et le quatrième volet, c'est l'ownership. Donc, c'est qui le business est propriétaire de la donnée, donc qui, avec ses créations des 18 domaines data, et qui ont des équipes hein, qui évoluent dans les business, que j'anime, et après aussi l'identification des data stewards partout dans l'organisation. Et donc, la mise en place d'une seule personne qui est accountable, décisionnaire, et d'une donnée cross-division et cross-géographie. Voilà un peu les 4 volets. Sur ces 4 volets, on a évalué nos domaines data au niveau de maturité. Et en fait, on a estimé combien ça coûterait sur ces 4 volets à devenir mature. Et les coûts entre où on était au début et où on va être dans 3 ans, c'est ce qu'on appelait la dette. C'est-à-dire, on a dit, ça c'est,
il faut arriver à ce niveau de maturité pour pouvoir faire circuler la donnée, pouvoir l'utiliser. On n'a pas fait un business case, enfin, je n'ai pas mis un gain à ces dettes-là. Je dis, ça, c'est une dette. C'est un investissement qu'il faut faire pour qu'on puisse tirer valeur de la donnée. Et donc, ça, c'est notre dette. Hein. Bon, voilà. Et si on la réduit pas, bah, ça va nous coûter de plus en plus cher, hein, les intérêts, puisque finalement, on est en train de générer des produits d'État qui s'appuient sur une donnée qui n'est pas structurée et qui n'est pas clean, etc. Et donc, et ces plans-là, bah, on est au milieu de gueux. Hein, on espère pouvoir être prêt pour la fin 2023 à peu près, où on en est aujourd'hui. Bah, on a construit un catalogue global. On a implémenté avec Olivra. On a déjà 2/3 de notre patrimoine data dans le catalogue. Et en termes d'ownership, on a à peu près identifié pour 60% de notre patrimoine data l'organisation qu'il faut les data stewards. Dans l'accessibilité de la donnée, on estime qu'on a déjà 20% de notre patrimoine donné qui est exposé déjà en termes de datasets. Notre objectif, c'est peut-être pas 100% parce qu'on n'est pas obligé à exposer les données qu'on n'a pas besoin pour croiser, parce que la target, c'est 80. Et sur la qualité, bah, on commence à voir les premiers plans de qualité dans les différents domaines de la data. Ça, c'est dans la première mission Data for Business. Là, on commence à entrer dans ces deuxièmes années beaucoup plus dans cette partie Business Ready for Data. Alors, c'est quoi? C'est de se dire et trouver la taxonomie des usages de la data. C'est quoi un produit Data Analytics par rapport à une exploration de la donnée, par rapport à un use case, etc. Donc, comment on essaie de construire des produits data qui sont de plus en plus globaux et arrêter d'y en avoir 3000 use cases différents. C'est quoi les gros produits data par métier qu'on souhaite en avoir et finalement les enrichir en user stories. Et pour le reste, former les gens à faire de l'exploration de la donnée. Okay. Et donc, comment on passe d'une organisation qui est basée sur faire des dashboards à une organisation qui va explorer plus la donnée pour répondre à des questions business. Et dans ces business ready for data, bien évidemment, il y a l'upskilling. On a également travaillé dans une taxonomie des jobs. On a standardisé les jobs data dans cette compagnie. Hein. Maintenant, on sait ce que c'est un data scientist. Et donc, ils sont bien un data scientist. On embauche un data scientist. On n'embauche pas quelqu'un d'autre qu'on l'appelle data scientist, etc. Et on est en train de définir les operating models. Est-ce que les data scientists, on les centralise dans des hubs? Et combien de data analystes on souhaiterait avoir à terme dans les différents business? Où on place des data engineers, etc., etc. Ça, c'est les deux missions. D'abord, que la donnée soit prête et après que les business soient prêts à l'utiliser et donc à générer de la valeur. Et c'est dans cette partie Business Ready for Data qu'on mesure la valeur des use cases, la valeur des l'usage de la donnée. Écoute, merci beaucoup, c'est clair. Et j'aime bien cette séparation que tu effectues qui paraît, quand tu la présentes, très claire et évidente. Alors que ce n'est pas si évident que ça entre Data Ready for Business, donc s'assurer que le terrain de jeu soit suffisamment propre, clean, pour pouvoir derrière faire participer les joueurs. Si je prends une métaphore, je sais que tu aimes bien le tennis, en plus c'est Roland Garros en ce moment. Vous avez d'abord créé le beau terrain de tennis, vous avez mis les filets, vous avez mis les belles lignes blanches, etc. Le terrain battu était très propre. Et maintenant, vous êtes au stade de faire rentrer les joueurs pour qu'ils puissent directement jouer. Donc, c'est un petit peu la métaphore que je vois moi. Mais la question que je me pose maintenant, et tu l'as bien fait surtout à la fin de ta présentation, c'est quand tu parles des rôles et des uns et des autres et des différents postes sur Data Ready for Business, est-ce que tu peux nous dire qui étaient les parties prenantes, qui étaient les personnes impliquées, quel type de profil vous avez staffé en priorité et de quel et d'où ils venaient en fait au sein de L'Oréal? Est-ce qu'ils faisaient partie de l'équipe data, de l'équipe IT? Donc cette articulation, c'est hyper intéressant de la connaître. Alors, oui, sur Data for Business, on est parti de très peu des choses. C'est-à-dire, on est parti d'abord, quand j'ai pris ces postes, on avait mappé la donnée en 18 domaines encore, qui c'est peut-être beaucoup, mais par rapport à notre complexité des données et d'organisation, on ne voyait pas faire moins des domaines parce qu'on voulait trouver un responsable business qui soit légitime. Moi, je suis partie des 18 domaines et des nommer 18 personnes dans cette organisation
dans un rôle, c'est-à-dire des gens qui étaient déjà membres d'un banco, donc moi dans le même de commerce, qui avaient un job, que j'allais leur donner le rôle de devenir owner de la donnée pour le scope. Et un domaine, c'est la finance, un domaine, c'est les CELAT, un domaine, c'est les offline plus online, les consommateurs, un domaine, ça peut être le B2B, etc. On a jusqu'au 18. Donc là, il a fallu qu'on trouve 18 personnes dans cette organisation qui n'ont pas levé la main, hein, on n'a pas fait de volontaires. Avec le CEO, on s'est dit, bah, ça devrait cette personne parce que, pourquoi? Parce qu'il est quand même un esprit ouvert, parce qu'il comprend un peu la donnée ou pas, etc. Donc, mon premier job, c'est j'ai envoyé une lettre à ces 18 personnes pour leur dire, bah, vous avez été choisis et pour travailler avec moi dans cette data governance. Et donc, mes 2-3 premiers mois, ça a été parler avec eux. On avait créé une structure de ce qu'on appelait les 100 Days. Je les avais dit, vous allez avoir un domaine data, vous allez faire ça. Et avec cet objectif, donc il a fallu les onboarder, les expliquer ce qu'est la gouvernance, ce qu'il a donné, etc. On parle des gens ça peut être les représentants business dans un pays pour les mass market. Donc en fait, c'est des gens qui ont un business et qui sont été choisis pour travailler avec moi là-dessus. Donc une fois qu'on a vraiment travaillé avec eux, on organise des bootcamps. Je compte aussi avec les sponsorships du CEO qui vient quand il faut, etc. Là, une fois qu'ils sont très onboardés, ils se sont dit, OK, Isabelle, on comprend ce que tu veux faire, mais nous, on n'a personne pour les faire. Donc, c'est là où on a créé cette plan stratégique et on a identifié 2 principaux jobs qu'on voulait staffer. C'est les data product owners. Donc, c'est les gens qui travaillent avec l'IT pour justement créer ces chers datasets et donc remonter les données dans la plateforme de façon structurée. Et les deuxièmes, ce qu'on appelle data quality leader, c'est celles qui vont s'occuper plutôt de la partie qualité de la donnée. Donc, un plutôt sur ces notions de high reliability et d'autres sur ces notions de standardization and quality. On a fait une estimation qu'il nous faudrait un niveau global entre 120 et 150 personnes pour faire ça. Et une fois qu'on a obtenu le go, il a fallu aller les chercher. Donc, on a fait. Et on a souhaité qu'au moins 30% viennent déjà de L'Oréal, parce que c'est important de connaître notre donnée. Donc, on est allé chercher les personnes qui travaillaient déjà un peu sur la donnée. Ça s'est peut-être vraiment reconnu avec ces jobs-là. Donc, on leur a dit, voilà, ce qu'il faut faire, est-ce que vous voulez venir avec nous? Donc, comme ça, on a bouche à oreille, on a réussi à trouver. Et après, on est allé recruter. Et on a publié dans les réseaux sociaux qui ont démarré cette nouvelle transformation data. Et on en a recruté en sorte que finalement, sur ces 150 personnes, on va avoir à peu près 40% qui étaient déjà chez L'Oréal et peut-être 60% qui sont des nouveaux. Sur la partie data steward, qui est rôle, là, on va chercher des gens qui sont déjà chez L'Oréal. Qui faisaient déjà les jobs de cette façon, parce que la donnée était déjà là, on n'a pas inventé nous, mais qui n'étaient pas reconnus. Donc, on est en train de mettre en lumière ces rôles de data steward, de les animer, de les reconnaître et de les animer en communauté, de les faire travailler dans la même direction, en fait. Parce qu'in fine, je sais pas, je prends l'analogie du tennis. C'est pas si vous dire qu'on a maintenant la piste, elle est prête, tout ça, et des joueurs entre. En fait, on est en train de construire la piste. Il y a déjà des joueurs qui arrivent. En fait, c'est un travail élémentaire continu. Donc, en fait, c'est ça, la difficulté, c'est de faire avancer tout en même temps et les fondations tout en délivrant déjà les projets. Donc, il y a des fois des solutions tactiques à trouver. Mais c'est surtout aussi de faire en sorte que tout le monde avance à la même vitesse. Donc, on n'a pas un seul match, on en a plusieurs matchs à jouer. Et autant, on ne peut pas avancer beaucoup dans la plateforme si l'ownership du business n'est pas là, si l'upskilling n'est pas prêt, à un moment donné, on va être freiné. Donc, finalement, c'est faire avancer tout en parallèle dans un contexte où on estime qu'on double notre donnée tous les 2 à 3 ans. Donc, il y a beaucoup d'équilibrage aussi à mettre en place. Merci beaucoup, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Je vois que vous avez une vraie approche top-down. L'idée quand même, c'était d'identifier 18 personnes. Il y a eu une sorte de mapping, de se dire, il y a 18 domaines
il faut que ça soit sur ce côté-là, je dis n'importe quoi, Stéphanie, cette fois-ci, ça sera Marco, parce qu'ils ont les skills pour. Et c'est au niveau même du CEO qu'on se dit, bien lui, on va lui rajouter le domaine data. Enfin, Ouais, c'est les soft skills, hein, on comptait sur la légitimité business et les soft skills, parce que les hard skills en détail, ils les avaient pas. On les forme. Après, ils sont une équipe maintenant. Et pareil, c'est plein de stratégies qu'on a construit dans lesquelles je consolide, on va dire, les budgets et les investissements. Et ces budgets-là, je les délègue complètement à ces business owners. C'est leur équipe, c'est leur budget. Je ne les gère pas, je les délègue, je les consolide. Je les dis non, ce n'est pas mon argent que vous allez piocher, hein, c'est la vôtre. Donc ça devient et dans leur PNL, ces équipes data qui sont financées par la totalité du groupe, ils cross-facturent derrière parce que c'est global, etc. Mais c'est leurs ressources, c'est leur headcount, c'est leur budget. Et moi, je m'assure que ce budget-là est utilisé pour la data gouvernance, pas pour autre chose, bien sûr. Donc, je consolide, on a des revues avec les sponsors de COMEX, etc. Mais c'est leurs équipes à eux, ils sont assis avec eux, ils ne sont pas assis avec moi. Les 150 personnes qui travaillent sur la donnée, moi j'ai une équipe, à terme on va être 15 personnes, 15-20 avec des externes. Et les gros va être dans les business, sont des gens qui appartiennent au business, à la division telle, à la finance, aux opérations. Et là, on commence à structurer dans les zones, donc, qui appartiennent à la zone Amérique, à la zone Chine, sur lesquelles j'ai un rattachement fonctionnel et d'innovation, mais ce n'est pas moi qui décide où mettre les budgets. Ça c'est leur liberté maintenant à faire. je comprends, c'est clair. En fait, j'insiste sur ce point parce que on a vraiment beaucoup la question du sponsorship dans notre communauté de Chief Data Officer. Et donc là, si je me mets à la place d'une de ces personnes, donc lorsque je reçois la lettre de Isabelle qui me dit demain tu vas t'occuper de la data, moi j'ai déjà, je m'occupe par exemple du domaine finance, j'ai déjà 1001 responsabilités. Donc moi de base je me dis ouais bon, pourquoi je m'occuperais de ce sujet-là? Sauf que je reçois la lettre, derrière je reçois la lettre et je sais que le CEO est dans la boucle. Oui, Derrière, ce n'est pas d'ailleurs, elle est envoyée par moi, mais copie lui, hein, c'est clairement dit, c'est lui qui l'a bien décidé, ça aide, hein, éventuellement. ça aide. Mais derrière, en plus, j'ai un réseau, donc on est les 17 entre guillemets élus, donc ça me permet de faire du réseau en interne. On va se réunir, on va parler de sujets innovants. Bien, on va me confier un budget, donc une vraie responsabilité sur ce sujet-là. Et derrière, après, moi, je suis désarmé parce que je m'occupe de la finance, donc data pour mettre les mains dans le cambouis, c'est compliqué. Mais là, pareil, c'est là où tu reviens, toi, Isabelle, et tu leur dis, bah, écoutez, on va vous épauler. Ce qu'il faut, c'est monter à telle équipe. Voici les rôles prioritaires. Et parmi les rôles prioritaires, il faut staffer minimum un tiers de personnes qui viennent de L'Oréal. Etc. On a un praxis, on les a aidés à recruter, etc. Mais c'est vos équipes, c'est vos M-1 et que nous, on anime hein, les data product owners de façon agile. Là, on fait de l'agile à l'échelle. Donc, on a des sprint reviews, on ménage tous ces product owners différents domaines qui viennent, mais les jours, les travail jour après jour est fait dans leur business. Et donc, ça génère des différences. Et après, on essaie d'aligner. Donc, il y a des top-down. Il y a énormément de sponsorships à haut niveau. Vraiment, si je ne l'avais pas eu, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Mais c'est en même temps fédéré. C'est-à-dire, c'est pas ma donnée, c'est la vôtre. Donc, Oui. in fine, c'est pas à moi de la corriger. C'est pas à moi de décider qu'est-ce qui va d'abord. Ça, c'est vous, parce que c'est votre compétence business qui les décide. Moi, je vous aide à gérer ces filières des données et je vous aide à les faire. Mais c'est vous qui allez les faire. Si je prends une autre métaphore, je suis très métaphore. Donc, la data chez L'Oréal, c'est plus une gouvernance espagnole, entre guillemets, avec les provinces autonomes et qui reportent quand même à un État central à un moment donné sur des sujets régaliens, versus l'État français ultra centralisateur où tout passe par le corporate.
C'est très fédérateur, je dirais. C'est pourquoi Escrim, mais aussi l'Allemagne, c'est-à-dire, c'est vraiment Ah, les une langues. Ouais, c'est fédération. vrai. Star Wars, c'est une fédération. Et donc, je n'ai pas une liberté totale. Des fois, je suis un peu contrariée. Parce que j'aimerais bien qu'ils fassent ça, mais c'est sujet d'une fédération. Après, j'utilise la gouvernance justement pour m'assurer qu'ils y vont dans la bonne direction, tout en acceptant qu'ils prennent des choix différents une fois. Euh, c'est leur business aussi. Ok, Je comprends. Écoute, merci beaucoup Isabelle. Et je comprends ce que ça a permis. Ça a permis d'avancer assez rapidement chez vous. Il est déjà 11h40, ça va passer à une vitesse folle. Ce que je vais faire, c'est que je vais te poser peut-être deux dernières questions avant de laisser forcément aux participants qu'ils aient aussi la place de s'exprimer. Une question un petit peu que j'ai l'habitude de poser. Euh, Qu'est-ce que tu aurais fait différemment avec le recul? Est-ce qu'il y a il y a des choses où tu te dis, ah ouais, là, si je pouvais remonter dans le passé, même si tout arrive pour une raison, on sait, ouais, c'est une question limite philosophique. Mais est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu te dis, ah ouais, là, on aurait pu peut-être gagner du temps ou éviter d'en perdre sur des thématiques bien précises? Je ne sais pas si c'est trop tôt pour dire parce qu'on est vraiment au milieu de guerre, hein, donc je suis sûre que j'aurais beaucoup plus de, je sais pas si des regrets ou en tout cas des retours d'expérience peut-être dans 18 mois que maintenant. Et des fois, je me dis qu'est-ce que j'ai fait différemment. On a commencé un peu à structurer les zones. Je me dis que j'essaie de donner peut-être un peu trop de liberté. Donc et là, je me fais face à beaucoup de créativité en termes d'organisation des zones, etc. Donc il faut que j'ai euh, donc, en fait, des fois, peut-être que je peux regretter d'avoir été trop permissif sur certaines choses. Et bon, qu'est-ce qu'aurait été si je l'avais pas été, je sais pas. Donc, et, euh, et si j'ai arrêté quelque chose, c'est des fois, je me dis, et, mais c'est très culturel chez L'Oréal, en fait, nos business sont très assertifs et très. Enfin, donc, en fait, des fois, ils se permettent de donner leur point de vue, ce qui est très bien. Mais des fois, ils confondent avoir un point de vue avec avoir raison. Et donc, des fois, je regrette. Je dis, mais j'aurais dû m'opposer. J'aurais dû dire oui, mais non. Enfin, ok, tu penses comme ça, mais en fait, c'est faux, en fait. C'est faux, c'est pas comme ça, etc., etc., etc. Donc, des fois, je me dis, il faudrait que je sois un peu plus assertive. Et, et directive dans ce qu'il faut faire et ne pas laisser trop la place à la créativité ou à ça. Mm, mais in fine, je me dis que si on m'avait posé la question où tu serais 18 mois après sur ces gouvernances qui vraiment ont commencé à partir des zéros, jamais j'aurais pu imaginer qu'on serait arrivé au point où on en est. Donc, de l'autre côté, j'ai plutôt plus des surprises agréables que, euh, que des regrets de ne pas avoir fait les choses parce que je trouve que vraiment, les business, on joue les jeux. Et que mon CEO a joué les jeux, les joue, hein, même si je sais qu'il y a certaines choses qu'il n'arrive pas, qu'il ne comprend pas. Il me dit, mais attends, il voit pas encore, lui, c'est un business, donc il voit pas encore la différence. Il voit l'argent qu'il met et peut-être pas forcément la différence. Et donc, je suis plutôt agréablement surprise de comment cette boîte arrive avec une vision, une idée, il y a un peu de sponsorship à entrer dans un nouveau domaine et à faire avancer les choses. Donc, je dirais que je suis plutôt surprise qu'avoir des regrets pour le moment. Parfait. Bah, écoute, c'est clair. Et moi, ma dernière question, en fait, on a beaucoup de chief data officers. Là, on a parlé de la gouvernance avec le business et je comprends que ça fonctionne avec des hauts, des bas, etc. Mais in fine, quand même, ça avance. Il y a beaucoup de chief data officers qui nous parlent de gouvernance et de relations, parfois compliquées avec l'IT. C'est intéressant aussi de comprendre cette dynamique, cette gouvernance que tu as eue avec ta direction informatique parce qu'elle est complètement partie prenante du sujet data. Donc, voir un petit peu comment vous avez, je sais pas si vous avez constitué un duo avec le DSI, comment ça s'articule, comment ça. Alors, moi, je pense qu'on
on pourra pas faire ce qu'on fait sur un état aligné avec l'IT et la tech. Moi, venant de monde IT, c'est pas moi qui allais dire le contraire. Et alors, comment on a fait? On travaille complètement en binôme avec le Head of Data. Donc, j'ai travaillé avec les CIO sur lesquels je suis dans les mêmes mains comme Beauty Tech. Et il y a un M-1 qui est le responsable de toutes les plateformes. Et en fait, c'est avec lui que Excuse-moi, Isabelle, donc, juste pour comprendre, toi, tu es Chief Data Officer et il y a un Head of Data il y a un Head of qui, Data Factories, on va dire. Head of et qui Data lui Factories. est en IT. Et Ouais. qui est en Il y IT. a l'IT qui gère les... Enfin, parce que, comme j'ai dit au début, on a décidé une plateforme, c'est Google. Et on a décidé, les data engineers ne sont pas dans les business, sont dans la tech. On est en train de créer quand même une structure data tech très puissante. Donc, il y a responsable des data factory, qui est les data engineers. Et on travaille main dans la main. Moi, je suis à la finance, mais ma première action, je ne me suis pas assis à côté de mes collègues finance. Je ne suis pas entre la trésorerie et les taxes, etc. Moi, je suis dans les mêmes étages que l'IT, la plateforme data. Donc, je suis d'ailleurs un immeuble Beauty Tech. Et dans un étage, on a les équipes de la plateforme, les équipes de la gouvernance et les équipes de l'accélérateur qui sont les data scientists qui font ces parties plus advanced algorithmiques. Donc, en fait, nous, on travaille dans les mêmes étages. Et on appartient à des entités différentes pour les raisons que j'ai dit, mais au jour le jour, en fait, moi, je passe ma journée avec les équipes de la Factory Data et comment les head of Factory Data passent le temps avec mes équipes, etc. Donc, ça, on s'entend bien, on s'aligne bien. On ne partage pas 100% des sujets. Des fois, on a des points de vue différents. Mais on est d'accord sur certains désaccords et puis on avance ensemble jusqu'à qu'on trouve un alignement. Donc je pense que c'est essentiel. Et pour moi, la data, ça passe par les relations humaines. Et on a une bonne relation, les choses marchent bien. Et, et ça passe aussi par la résilience parce que il y a, il y a, il y a, il y a des jours où on est content, il y a des jours où on est moins content. Enfin, c'est beaucoup aussi montagne russe. Hein. Il y a des jours où je pense, ça y est, tout le monde a compris, on y va. Et puis, il suffit qu'on se pose une question et on doit recommencer, etc. Mais bon, ma relation avec l'IT, elle est très bonne, très fluide. Et de toute façon, si ce n'était pas le cas, pareil, on ne serait pas là où on était aujourd'hui. C'est clair. Et en fait, ce que je vois bien chez L'Oréal, parce que bon, nous, on a la chance de discuter avec beaucoup d'organisations et en fait, ça devrait être un must-have. C'est qu'il y a, j'aime pas utiliser le terme ressource, mais il y a une ressource dédiée à la data au sein de la DSI. Là, on voit que ça fonctionne pas, c'est quand le DSI dit en fait la data c'est une autre direction et c'est moins prioritaire que la direction financière ou la direction supply chain qui me demande des choses et donc la data elle passe en numéro 3 à 4 parce que moi je dois faire tourner la boutique et la data c'est limite la dernière roue du carrosse. Alors que là, non, tu as un Head of Data Factory rattaché. Une grosse partie de mon plan de stratégie, qu'on va leur donner des moyens pour construire ces datasets. Donc, non, il est bien priorisé. Et d'ailleurs, avec un schéma de croissance, je pense que le principal problème à niveau tech aujourd'hui, c'est comment monter en puissance. Par rapport à l'ambition qu'on a, comment on est capable de recruter des profils dans un contexte qui est déjà très tendu en termes de data ingénieur. Donc, Parfait. et C'est clair. Et dans ce sens-là, donc là, moi j'ai fini pour mes questions. Je te remercie beaucoup, Isabelle. On va prendre quelques questions et on a une excellente, encore une fois, de Samia qui nous écrit qui a décidé de la stratégie techno, de la stack, data, par exemple, le choix de GCP. Était-ce un choix, était-ce ton choix? Était-ce le choix du Head of Data de l'IT, un travail conjoint? alors, ça a été choisi. On a choisi la plateforme avant qu'on ait créé mon poste. Donc, on était dans ces phases de design de la Beauty Tech. Et en fait, dans ces phases de design, avant de créer une organisation, quoi que ce soit, on s'était dit qu'il fallait travailler sur des sujets. Encore une fois, la plateforme, parce qu'on voyait évident qu'on devait passer un niveau supérieur de maîtrise de nos données.
et en même temps qu'on faisait ces designs d'organisations fédérées, etc. Donc, c'est par des groupes de travail avec des CIO et que ces choses ont été faites avec des appels d'offres sur les principaux acteurs. Donc, il y avait Google, il y avait Microsoft, il y avait bien sûr Amazon. Et dans notre stratégie des Go to Cloud, des Move to Cloud, ça souvent, on était convaincus. Et c'était un processus de sélection. Et à la fin, c'était un choix qui a été fait entre ceux qui faisaient partie de ces designs. Pourquoi Google Apple? Parce qu'on pensait que c'était pour nous, c'est lui qui était le plus en avance sur ce sujet analytics, qui allait porter notre futur de la tech. Et ça a été finalement une discussion et un choix unanime. Et après, il y avait des sujets Amazon, on se posait des questions parce qu'Amazon, à la fois pour nous, c'est un client, mais c'est aussi un concurrent d'un point de vue business. Donc, il y a des questions qui sont posées. On s'est posé des questions sur la dépendance qu'on avait aussi à Microsoft parce qu'il est pareil, fournisseur de cloud sur beaucoup de nos systèmes. Donc, ça a été un ensemble d'éléments et qui nous ont fait à prendre ces choix. Et les choix GCP, c'est fait en novembre 2019, alors que mon poste a été créé en septembre, en ancien juillet 2020. Donc, en fait, vraiment, on n'a pas attendu à créer une data office pour aller choisir une plateforme. C'est des travaux qu'on en a fait dans la phase des designs. C'est hyper clair. J'attends, on arrive, le webinaire touche à la fin. J'attends peut-être 30-40 secondes si je vois quelqu'un qui rédige une question. Sinon, on pourra conclure. Il y a déjà eu beaucoup de contenu. Non, apparemment pas. Moi, j'ai une dernière question qui est un petit peu intéressée, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur HubAdvisor, s'il te plaît, Isabelle, et du principe d'échange entre pairs et experts? Écoute, moi, pour être tout à fait sincère, quand moi j'ai démarré mon poste, j'avais jamais fait de la gouvernance avant. J'avais fait de l'analytics, j'avais fait de l'IT, j'avais pas fait de la gouvernance. Et la première chose quand on m'a proposé ça, il faut faire de la gouvernance, etc. Bon, j'ai googlisé, je me suis voilà, comment faire, etc. Et la question s'est posée, dit, comment font les autres? Et en fait, j'ai réalisé qu'il n'y a pas une recette qui fonctionne pour créer une structure data, etc. Et qu'en fait, chacun est en train de se construire en fonction d'un contexte, d'une expérience, etc. Donc, pour moi, ce qui est clé, c'est les réseaux, en fait. Et donc, ce que j'aime bien dans Ravel, c'est ça, c'est les réseaux. Parce que, au final, quand un chef à moi me demande, mais est-ce que tu peux me benchmarker comme font les autres? Et est-ce que tu as un benchmarker standard? Ça n'existait pas, en fait. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vais poser la question aux personnes qui sont en train de faire la même chose. Et c'est dans ce type de séminaires ou des questions ad hoc que je trouve de la valeur, puisque finalement, on est en train de construire quelque chose de nouveau. Et donc, cette approche de HubAdvisor, à la fois réseau et mise en relation, et puis pour un sujet donné, aller toucher une expertise ponctuelle, et on n'a pas besoin de créer des missions de 3 ans pour... Je ne peux pas dire à Accenture, donnez-moi dans 3 ans mon organisation data prête, parce qu'en fait, c'est une aventure humaine qui se passe au sein de l'entreprise. Mais donc, j'ai besoin, c'est de savoir les questions qui se posent les autres, qui sont dans la même situation, qui se sont déjà posées, et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, quel piège j'ai pas évité. Et ça, c'est ce que HubAdvisor permet de faire, soit en me donnant accès à un expert ponctuellement sur un sujet, soit en me donnant accès à un réseau de personnes qui ont les mêmes travail que moi, dans leur contexte particulier, mais sur lesquels on se comprend, et on peut échanger et on peut se nourrir. Merci beaucoup, Isabelle. C'est parfait. On va conclure. Samia, la dernière question, excusez-moi, des exemples de... T'as encore 2 minutes, Isabelle? Oui. Ok, on va répondre à la dernière question de Samia. Est-ce que tu as un cas, un exemple
de cas d'usage data IA en production? Alors, oui, on a un premier exemple en production qui c'est ce qu'on appelle les consumer loop et qui est l'analyse, en fait, on analyse, on fait du social listening, on regroupe ratings and reviews, on analyse tous les échanges dans notre consumer care et on analyse toutes ces données et pour nourrir nos équipes de recherche lorsqu'ils sont en train de créer de nouveaux produits. Et c'est-à-dire qu'on y travaille dans l'intégration de la voice of the consumer voice et dans les premières étapes de la création de la formule pour s'assurer que les nouveaux produits, et c'est pas les tendances, parce qu'on a aussi des sujets tendances, c'est vraiment est-ce que nos consommateurs visent nos produits, est-ce qu'il y a un marché qui n'a pas marché, on l'analyse, on les structure, après par catégorie, sous-catégorie, etc. Et ça va aller jusqu'aux chercheurs. Et nos équipes marketing sont en train de concevoir de nouveaux produits pour évaluer la performance de nos produits par rapport au feedback de nos utilisateurs. Donc ça c'est en production. On est en production dans des pays et un sujet extrêmement important chez nous. On est le deuxième ou troisième annonceur au monde en termes d'investissement média. Ça se joue entre les 3 premiers postes de chaque année. Et donc, ça veut dire des milliards qu'on investit en médias chaque année. Donc, on est en train de travailler, de tester dans 2 pays et sur une certaine catégorie de nos produits et une optimisation de nos plans médias et surtout une mesure de notre ROI dans un contexte où il y a quelques années, les médias, c'était la presse et la télévision. Maintenant, c'est les médias digitaux. Et en fait, on n'arrive pas à bien mesurer les ROI de nos médias ou à bien planifier nos distributions, notre investissement média par rapport aux produits, par rapport à etc. Donc, on est en train de définir un gros système de planification média qui se base sur beaucoup de modèles de prédiction et d'aide à la décision. Et celui-ci, c'est en fonction puisque le budget de l'année prochaine sur 2 de nos pays s'est construit déjà sur la base de ces systèmes-là. Et voilà, on a d'autres exemples en finance, en supply chain, stock visibility, etc. Donc, il y en a, ils commencent à venir. Et pour nous, l'enjeu n'est pas tellement les sujets, c'est les escaler et les faire adopter. Donc, ça c'est aujourd'hui notre principal sujet, c'est comment on les scale et comment on les fait adopter et que les gens arrêtent d'utiliser des vieux systèmes ou des sujets très locaux. Écoute, c'est parfait parce que en plus, les 2 exemples que tu as donnés, c'est un exemple d'optimisation avec la publicité, comment on arrive à mieux investir le budget de publicité, et un exemple de transformation avec le produit, comment on arrive à sortir des nouveaux produits innovants qui vont plaire. Et donc, vous révolutionnez la discipline du product management avec la data en incluant les retours clients bien en amont pour que le produit soit un succès commercial à sa sortie. Donc, On a beaucoup de sujets data dans la recherche. Fast formulation, comment on est en train de refaire notre formule avec des ingrédients green, des green science. Donc, on doit refaire toutes nos formules. Si on les faisait comme on les faisait classiquement, il nous faudrait 40 ans pour refaire, alors qu'on a des engagements en 2030. C'est la formulation numérique et l'intelligence artificielle qui nous aide à trouver la meilleure formule plus rapidement. En fait, on a pas mal d'exemples et qui commencent à venir, mais on est vraiment au tout début. C'est parfait. Écoute, il y a eu 2 autres points dans le chat, mais ce n'étaient pas des questions, c'était des remerciements de la part de Adil qui dit bravo pour le management par la confiance, la meilleure façon de responsabiliser les équipes. Et Vincent qui te remercie, qui dit merci beaucoup pour ce partage très clair et très inspirant pour la poursuite de notre chemin de transformation data. Donc, très, très bon retour. Effectivement, il y a de plus en plus de gens dans le chat qui communiquent. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis bon courage à tout le monde. Je pense que c'est the place to be. Mais c'est pas le plus facile.
Mais voilà, ça Et fait puis, à plaisir tous de les savoir que je suis pas seule. ouais, t'es pas tout seul, ça c'est sûr.